Imaginons un instant essayer de sprinter vers l'avant à une vitesse complètement explosive, tout en écrasant brutalement une pédale de frein avec une force monumentale. Ouais, c'est le crash assuré en général. Exactement. Et pourtant, ce paradoxe physique, c'est exactement ce que les articulations d'un escrimeur olympique subissent des dizaines de fois par jour. Des centaines de fois, même si on compte les entraînements. C'est clair. Lors d'un seul assaut, c'est d'une violence inouïe. Et pour survivre à un tel traitement, il faut développer une force musculaire colossale au niveau des jambes. Mais le problème, et c'est un dilemme qui concerne pas seulement les athlètes d'élite, mais absolument toute personne qui cherche à préserver son capital physique, Tout à fait, on est tous concernés. eh bien, ce problème, c'est que la méthode traditionnelle pour construire cette force, elle implique de soulever des charges extrêmement lourdes. Et paradoxalement, ces mêmes charges lourdes détruisent littéralement le cartilage et les tendons, bien avant même que l'athlète n'atteigne son apogée, quoi. C'est le grand drame du sport de haut niveau, en fait. Cette contradiction, elle est au cœur de la préparation physique moderne. On demande au corps de bâtir une armure musculaire qui est indispensable à la performance, mais le processus même de construction de cette armure, il effrite les fondations articulaires. Les fameuses fondations. Voilà. Et pendant très longtemps, on a considéré ce compromis comme une fatalité biologique incontournable. Genre, tu veux être fort, tu vas user tes articulations. Point. Sauf qu'aujourd'hui, on va voir comment la science parvient à contourner cette prétendue fatalité. Notre exploration approfondie du jour se penche sur une méthode d'entraînement qui permet littéralement de tromper le système nerveux central. Le hacker, on pourrait dire. C'est exactement le mot. L'objectif, c'est de générer des gains de force spectaculaires avec des poids dérisoires et de sauver les genoux au passage. Donc, pour comprendre ce mécanisme fascinant, on se plonge aujourd'hui dans une recherche très spécifique. Une recherche vraiment solide d'ailleurs. Oui, très solide. Elle a été publiée le 1er juin 2026 dans le Journal of Sport Science and Medicine. C'est dans le volume 25, exactement aux pages 502 à 513. L'article il est rédigé par les chercheurs Jiangsu Wu et Won Sub Sin et il s'intitule en anglais Effects of Quadriceps Strengthening Exercise with Blood Flow Restriction on Knee Angular Velocity, Strength and Balance in Fencers. C'est un titre à rallonge, mais chaque mot a son importance, tu vas voir. D'accord, décortiquant tout ça. Parce qu'avant même de regarder comment ces chercheurs ont utilisé la restriction sanguine, le fameux BFR, pour hacker le corps humain, on doit analyser la scène du crime en quelque sorte. La piste d'escrime. Voilà. Mécaniquement parlant, pourquoi le mouvement spécifique de l'escrime, la fente, est-il un tel cauchemar pour notre anatomie? La fente, c'est unique parce que ça exige une asymétrie fonctionnelle extrême. Le corps humain, de base, il a évolué pour la marche ou la course. Des trucs symétriques, quoi. Exactement. Des mouvements où les deux jambes font des cycles similaires, en alternance. Mais en escrime, au moment de la fente, les deux membres inférieurs font des tâches diamétralement opposées dans la même fraction de seconde. L'une pousse, l'autre freine. C'est tout à fait ça. La jambe arrière, c'est le propulseur principal. Elle génère une force explosive via ce qu'on appelle une contraction concentrique des quadriceps. En gros, les fibres musculaires se raccourcissent hyper violemment pour projeter toute la masse corporelle vers l'adversaire. En gros, c'est le moteur de la voiture de sport qui s'allume et qui pousse la machine avec toute sa puissance. Un moteur arrière surpuissant, oui. Mais pendant que ce moteur tourne à plein régime, la jambe avant, elle se prépare à l'impact. Parce que dès que le pied avant frappe la piste, cette jambe doit absorber toute l'énergie cinétique qui vient d'être accumulée. Et ça fait mal. Énormément. Elle accomplit ça par une contraction excentrique de ses propres quadriceps. Et contrairement à la contraction concentrique de tout à l'heure, ici, le muscle s'allonge tout en essayant de résister à la charge. Un peu comme une corde de rappel qui freine la chute d'un alpiniste, en fait. Elle est sous tension, mais elle s'allonge. Super analogie. Et cette phase de décélération, elle génère d'immenses micro-déchirures dans le tissu musculaire, sans parler de la force de cisaillement brutale que ça impose sur le tendon rotulien. C'est dévastateur à la longue. Ce qui est vraiment fascinant ici, en fait, c'est l'exigence conflictuelle. L'athlète doit s'entraîner hyper lourd pour que ses muscles soient prêts, mais il doit préserver ses articulations pour la compétition. Donc, on demande à ces pauvres quadriceps d'être à la fois le réacteur d'un avion de chasse au décollage, pour la jambe arrière, et le filet d'arrêt sur un porte-avions pour la jambe avant. C'est ça. Et pour les préparer à ce double rôle, le dogme classique de la salle de musculation, c'est de s'entraîner avec des charges autour de 70% de la répétition maximale. On parle de gros poids. Des très gros poids, oui. Ce qui, au niveau cellulaire, pose un problème majeur d'usure.
Quand un athlète place une barre de 100 kg ou même plus sur ses épaules pour faire des squats profonds, la pression hydrostatique à l'intérieur de l'articulation du genou, elle monte en flèche. Et le cartilage dans tout ça? Le cartilage rotulien, il trinque, surtout qu'il n'est pas vascularisé, donc sa capacité de régénération est extrêmement lente. Il subit une compression mécanique sévère, donc si on ajoute ce stress de la musculation aux milliers de fentes faites à l'entraînement, on ne crée pas un super athlète. On crée un futur patient en orthopédie. Complètement. C'est la salle d'attente pour la chirurgie. Alors, si soulever lourd détruit la mécanique qu'on essaye désespérément de renforcer, comment est-ce qu'on peut obtenir les mêmes bénéfices physiologiques sans infliger ces dégâts massifs? C'est là que l'intervention étudiée par Wu et Shin prend des allures franchement, de science-fiction. Ah oui, le protocole BFR, c'est bluffant. Ils ont pris 16 escrimeurs universitaires, des spécialistes de l'épée et du sabre, et les ont divisés en 2 groupes. Un groupe continuait à s'arracher sous la fonte avec des charges lourdes, on va l'appeler le groupe classique, et l'autre groupe a expérimenté la restriction du flux sanguin, le BFR. Ce protocole BFR, c'est d'une ingéniosité redoutable, vraiment. Ces athlètes, ils ont été équipés de brassards pneumatiques assez larges, serrés à la racine de leurs cuisses. Et attention, ce ne sont pas des simples élastiques de fitness. Non, c'est du matériel médical, non? Exactement. Ils sont calibrés avec une précision clinique pour appliquer une pression équivalente à 130% de la pression artérielle systolique au repos de l'individu. Donc, c'est très spécifique à chaque athlète. 130%, d'accord. Et ensuite, ces athlètes ont fait des exercices d'extension de jambes, le fameux leg extension, avec une charge ridicule, vraiment. Seulement 30% de leur capacité maximale. Ils ont enchaîné une série de 30 répétitions, puis 3 séries de 15, avec de très courtes pauses de 30 secondes. Je dois avouer que quand j'ai lu ça, ça m'a laissé perplexe. On leur pose des garrots qui bloquent la circulation et on les fait soulever des poids plumes. Ça ressemble moins à un programme d'optimisation sportive qu'à une recette idéale pour provoquer une thrombose veineuse profonde, non? C'est la réaction typique. Bah oui, dépasser la pression systolique de 30%, c'est pas jouer à la roulette russe avec le système vasculaire. Alors, l'inquiétude est totalement fondée. Et d'ailleurs, c'est la première réaction de la plupart des cliniciens face au BFR. Mais la physique de notre circulation périphérique explique très bien pourquoi ce seuil de 130% est utilisé et sécuritaire. Vas-y, explique-nous ça. Il faut séparer les artères des veines. Les artères, qui amènent le sang riche en oxygène depuis le cœur vers les muscles de la jambe, elles sont situées profondément. Et elles ont des parois épaisses, très musclées. Ok, ça c'est l'arrivée. Voilà. Les veines, par contre, qui ramènent le sang chargé de déchets vers le cœur, elles sont superficielles, plus près de la peau. Et leurs parois sont toutes fines. C'est le retour. C'est le retour, donc, à 130% de la pression systolique, le brassard, il écrase complètement les veines superficielles. Le retour est bloqué, mais la pression de pompage du cœur, elle est toujours suffisante pour forcer le passage du sang artériel à travers les artères profondes. Ah, je vois. Le sang entre, mais il peut plus sortir. C'est exactement ça. Il entre, il est piégé. Et c'est là que notre analogie mécanique s'impose pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des cellules. Imaginons le muscle du quadriceps comme une immense usine de production. En temps normal, le flux sanguin, c'est comme un tapis roulant bidirectionnel, quoi. Un tapis qui tourne en continu. Voilà, il apporte les matières premières fraîches, l'oxygène d'un côté, et de l'autre, il évacue immédiatement les déchets toxiques de l'usine, les métabolites comme l'acide lactique. Mais avec ce brassard réglé à 130%, on arrête brutalement le tapis roulant de sortie. Et la conséquence de ce blocage, c'est une crise hypoxique locale, c'est-à-dire un manque d'oxygène sévère. Privé de la possibilité d'évacuer ces déchets, le muscle s'acidifie en quelques secondes à peine. Ça doit brûler. Terriblement. Des ions hydrogène et de l'acide lactique s'accumulent massivement. Les chémorécepteurs du muscle, ce sont de petits capteurs chimiques. Ils détectent cette toxicité fulgurante et envoient un signal d'alarme absolu au système nerveux central. Au cerveau, donc. Oui, le cerveau panique. Il analyse cet effondrement métabolique et il en conclut que le corps est en train de lutter contre une charge écrasante, genre 200 kg, alors que l'athlète ne soulève en réalité que 30 kg. Le cerveau est littéralement dupé par la chimie locale. Complètement. C'est une illusion chimique. Et pour faire face à cette urgence perçue, le cerveau déclenche une cascade de survie. D'abord, il force le recrutement immédiat des fibres musculaires de type 2. Ce sont les fibres rapides, c'est ça? Oui, les fibres à contraction rapide. Celles qui sont responsables de l'explosivité et de la force pure.
Normalement, ces fibres dorment tranquillement tant que l'effort n'exige pas au moins 70 ou 80% de la force maximale. Mais là, elles sont forcées de travailler. Alors qu'on soulève des poids de bébé? C'est ça. Ensuite, l'hypophyse, dans le cerveau, libère des doses massives d'hormones de croissance et de facteurs de croissance analogues à l'insuline, le fameux IGF-1. Et au final, on obtient une hypertrophie musculaire monumentale et un gain de force brutal sans avoir infligé le moindre stress mécanique au cartilage. On a donc un muscle qui grossit et qui se renforce dans l'environnement ultra contrôlé d'une chaise de musculation. Franchement, c'est impressionnant sur le papier. Mais la question fondamentale que notre audience doit se poser, ça demeure. Est-ce que cette force construite sous hypoxie artificielle, elle sait comment se comporter à la vitesse de l'éclair sur une vraie piste d'escrime? C'est la grande question du transfert de compétences. Et pour ça, il fallait vérifier la cinématique. Et pour mesurer cette cinématique, les chercheurs n'ont pas utilisé les fameuses caméras infrarouges avec les petits points réfléchissants, tu sais, qu'on voit tout le temps dans des documentaires sportifs ou les jeux vidéo. Non, et pour une bonne raison. Les systèmes optiques traditionnels, ils sont formidables pour analyser la marche dans un laboratoire stérile, mais sur une piste d'escrime, avec les armes qui bougent, les câbles, et des mouvements hyper explosifs qui génèrent des occlusions visuelles, en gros, des moments où on ne voit plus le marqueur, ces caméras perdent constamment leur cible. Du coup, Wu et Shin, ils ont fait quoi? Ils ont choisi de fixer 7 capteurs inertiels, des IMU, directement sur le corps des escrimeurs. Ils les ont placés sur les pieds, les tibias, les cuisses et le bassin au niveau du sacrum. Et ces petits capteurs, ils enregistrent l'accélération en 3 dimensions et la vitesse angulaire de manière totalement autonome, sans avoir besoin d'une ligne de vue dégagée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le détail crucial de cette mesure, c'est la fréquence. Les capteurs, ils enregistraient à 100 Hz. Ça fait 100 points de données par seconde. C'est énorme. Ah, c'est fondamental. Si on mesure un mouvement balistique comme une fente à 30 ou même 60 images par seconde, comme une caméra standard, on rate littéralement le moment critique de l'impact. La microcorrection articulaire qui fait la différence entre une touche valide et une déchirure du ligament. Exactement. Et cette haute fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, elle a permis aux chercheurs de disséquer la fente en 3 phases biomécaniques ultra précises. Lesquels? La phase 1, c'est l'armement, là où le genou arrière se fléchit pour préparer le mouvement, comme on comprime un ressort. La phase 2, c'est la propulsion explosive, le moment où le genou arrière s'étend à fond et libère l'énergie cinétique. Le fameux décollage de l'avion de chasse. Voilà. Et enfin, la phase 3, la décélération. Ça va du moment où la jambe arrière atteint son extension maximale, en l'air, jusqu'au moment où la jambe avant percute le sol et s'enfonce dans sa flexion maximale pour absorber le choc. L'amortisseur qui encaisse sans se briser. Et du coup, les résultats sur la coordination de ce nouveau muscle forgé au BFR. Parce que générer de la vitesse à la phase 2, c'est bien, mais contrôler le freinage à la phase 3, c'est quand même là que réside la vraie difficulté, non? Complètement. Et les données cinématiques, elles penchent nettement, mais alors nettement, en faveur du groupe ayant utilisé la restriction sanguine, avec des tailles d'effets statistiques qualifiées de moyenne à grande. Ah ouais. Oui. Mais la différence la plus spectaculaire, elle s'est produite lors de cette fameuse phase 3, la phase d'atterrissage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la jambe avant encaisse le choc, la jambe arrière, qui vient de propulser le corps, elle doit être rapidement ramenée et fléchie pour restabiliser le centre de gravité de l'athlète. Eh bien, le groupe BFR a augmenté son angle de flexion de la hanche arrière de 8,66 degrés. 8 degrés d'amélioration, c'est énorme! C'est massif en biomécanique. Surtout que, à l'inverse, les athlètes qui s'étaient entraînés de manière classique en soulevant lourd, ils ont carrément perdu de l'amplitude. Ils ont eu une diminution de plus de 6 degrés de cette même flexion. Attends, donc si on calcule bien, ça fait un écart de près de 15 degrés d'amplitude fonctionnelle entre les deux méthodes. Exactement. C'est fou. Le groupe BFR est donc capable de replier sa jambe arrière de manière beaucoup plus dynamique après l'explosion, ce qui abaisse son centre de gravité plus rapidement et ancre l'athlète au sol. En gros, ils sont plus stables plus vite. La vitesse angulaire s'est améliorée, les angles de contrôle se sont optimisés. Ok, la cinématique s'est améliorée. Mais alors, qu'en est-il de la force d'arrêt pur? Le moteur a été testé avec la vitesse, mais comment se sont comportés les freins lors des tests de force isométrique dont parle l'étude? Et ben ça, du coup, ça soulève une question hyper importante. Parce que les résultats isométriques, ce sont sans doute la partie la plus contre-intuitive de toute l'étude. Pourquoi ça? Lorsqu'on a évalué la jambe arrière, la jambe de propulsion, les deux groupes avaient des niais en force. Que l'on soulève 70% de son max librement ou 30% avec un garrot, le muscle propulseur y répond présent.
D'accord, donc les deux méthodes marchent pour le moteur. Voilà. Mais le véritable choc, il est venu de la mesure de la jambe avant, celle qui subit la violence excentrique de l'atterrissage. Après 6 semaines d'entraînement, le groupe BFR avait gagné environ 3,13 kg de force sur cette jambe avant. Et le groupe classique? Le groupe qui s'était acharné avec des charges lourdes en salle, lui, il a carrément perdu 4,30 kg de force sur cette même jambe. On s'arrête là-dessus un instant. Des athlètes universitaires, au sommet de leur forme, soulèvent de la fonte lourdement pendant 1 mois et demi, ils font des squats, des leg extensions lourds, et leur muscle devient littéralement plus faible au moment du test. Et oui, les chiffres sont là. Est-ce que c'est une anomalie statistique ou est-ce que la restriction sanguine possède des propriétés magiques de récupération? Ou alors, est-ce que la programmation d'entraînement lourd était fondamentalement défectueuse à ce moment de la saison? Alors, ce n'est pas de la magie, rassure-toi. C'est une illustration magistrale du phénomène de fatigue du système nerveux central. Ce qu'on appelle en physiologie le surentraînement non fonctionnel. Ah, la fatigue nerveuse. Oui, il faut comprendre comment le corps génère de la force. La force, c'est pas seulement dicté par le volume du biceps ou la taille du quadriceps. C'est avant tout une impulsion électrique. Le cerveau doit envoyer un signal neurologique suffisamment puissant, le long de la moelle épinière, pour ordonner aux milliers de fibres musculaires de se contracter tout en même temps. L'interrupteur doit laisser passer le courant, en gros. Précisément, si le signal est faible, la force exprimée sera faible. Or, l'étude a été menée en plein milieu de la saison universitaire. Ça veut dire qu'ils avaient déjà des compétitions. Exactement. Ces jeunes athlètes continuaient à faire des centaines de fentes sur les pistes d'escrime, épuisant leurs jambes par des chocs mécaniques répétés. Ajouter par-dessus tout ça un entraînement lourd avec des barres en salle, ça a complètement saturé leur système nerveux. D'accord, donc les muscles de leurs jambes avant n'avaient pas fondu? Non, la masse musculaire était toujours là. Mais le signal électrique venant du cerveau était devenu trop faible. Il était épuisé par le stress systémique. En revanche, le groupe BFR, en s'entraînant avec des poids très légers, a induit un stress chimique local, intense, dans la cuisse, mais il a totalement préservé son système nerveux central des traumatismes mécaniques. Leur cerveau est resté frais. Leur cerveau est resté complètement frais, ce qui leur a permis d'exprimer pleinement la nouvelle force générée lors du test isométrique. C'est un changement de paradigme qui est fascinant. Souvent, dans la culture du sport, tu sais, on associe l'absence de progression à un manque de travail, genre no pain, no gain. C'est le cliché habituel, oui. Et ici, la perte de force, elle n'est pas due à la paresse, mais à l'incapacité neurologique de récupérer. C'est une vraie leçon d'économie d'énergie. Par contre, en lisant l'étude, j'ai vu qu'il y a un domaine où aucune des deux méthodes n'a semblé faire de miracle, c'est l'équilibre. L'étude mentionne des tests statiques sur une Wii Balance Board, une sorte de plateforme de force clinique. Qu'est-ce qui explique ce statu quo global sur l'équilibre, Sam? Effectivement, aucun des deux groupes n'a amélioré le contrôle de son centre de pression lors des tests d'équilibre unilatéral. Il n'était pas plus stable sur un pied. Et ce résultat, il s'explique par la nature même de l'exercice qui a été choisi pour l'entraînement. Le leg extension. Voilà, le renforcement des quadriceps s'est fait sur une machine d'extension de jambes en position assise. C'est ce que les biomécaniciens appellent un exercice en chaîne cinétique ouverte. En gros, le pied est libre de bouger dans l'espace et le mouvement est isolé sur un seul axe, autour de la charnière du genou. Si on reprend la voiture, on construit la puissance du cylindre du moteur, mais on ne connecte pas ce cylindre au logiciel de navigation du véhicule. C'est tout à fait ça, excellente image. L'équilibre statique debout, c'est une compétence neurologique qui est hyper complexe. Ça exige une intégration permanente de plein de signaux. Les signaux visuels, ceux de l'oreille interne, et surtout la proprioception fine de l'articulation de la cheville, qui doit faire des micro-ajustements constants pour pas qu'on tombe. Et être assis sur une machine, ça n'entraîne pas la cheville. Pas du tout. Une machine d'extension de jambes ne stimule aucune de ces voies neurologiques. De plus, pour ces athlètes d'élite, il y a ce qu'on nomme un effet plafond. C'est-à-dire? Ces escrimeurs passent déjà des heures et des heures chaque semaine dans une garde asymétrique sur la piste. Leur cerveau est déjà hyper optimisé pour gérer le déséquilibre. Améliorer une compétence qui frôle déjà son maximum physiologique, ça nécessiterait des exercices instables, multifactoriels, sur des surfaces molles par exemple, bien loin d'une simple contraction isolée sur une machine. D'accord, ça fait sens. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond, si on doit distiller cette recherche en une vérité applicable, pour ceux qui nous écoutent?
Les travaux de Wu et Shin valident sans équivoque que la restriction du flux sanguin à faible charge, c'est bien plus qu'une simple astuce de rééducation post-opératoire. Ah oui, c'est fini l'époque où c'était juste pour la rééducation. Elle s'impose aujourd'hui comme une modalité d'entraînement de pointe. Elle est capable de fournir des gains biomécaniques sport spécifiques pour des mouvements très explosifs. Elle permet d'accroître la vitesse angulaire, d'améliorer l'amplitude de contrôle après un impact violent et surtout de surmonter la fatigue du système nerveux central qui est inhérente aux longues saisons sportives. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle fait ça tout en offrant une trêve vitale aux structures articulaires. Aux genoux, au cartilage. Exactement. Les données sont robustes et les implications physiologiques dépassent très largement le cadre strict de l'escrime. La méthodologie qui a été déployée pour contourner ce stress mécanique par une hypoxie métabolique calculée, eh bien, elle redéfinit carrément la manière dont nous concevons le rapport entre la charge externe, le poids qu'on soulève et l'adaptation interne du corps humain. Et pour notre audience qui souhaite véritablement comprendre les moindres nuances de ces cascades hormonales et analyser en profondeur les protocoles de placement des capteurs inertiels, la lecture de l'article original est absolument indispensable. On vous invite vraiment à plonger dans les travaux de Jong-Soo Woo et Wan Seop-shin, publiés dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est une lecture aride mais fascinante. Et pour s'assurer de ne jamais manquer nos prochaines explorations au cœur de la physiologie et de la performance, on encourage vivement tous ceux qui écoutent cette analyse à s'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Tu sais, il y a d'ailleurs une réflexion qui émerge très naturellement de toutes ces données et je pense qu'elle mérite vraiment qu'on s'y attarde un instant. Dis-moi. On a passé tout notre temps là, aujourd'hui, à analyser comment l'hypoxie induite par ce brassard protégeait les genoux de jeunes athlètes universitaires, dans la fleur de l'âge. Oui, le paradoxe du maintien de la force sans avoir besoin de la lourde charge. Exactement. Mais si ce mécanisme biochimique est capable de recruter des fibres à contraction rapide et de stimuler une hypertrophie avec des poids de seulement quelques kilos, imaginons l'impact incroyable si on transpose ce modèle en dehors du sport d'élite. Tu penses à qui? Aux personnes âgées. La sarcopénie, la fonte musculaire qui est liée au vieillissement, c'est une crise sanitaire majeure. La population vieillissante perd sa masse musculaire parce que ses articulations, qui sont dégradées par le temps, ne lui permettent plus de soulever des charges suffisantes pour stimuler la croissance. Ah, je vois. Le corps s'atrophie par précaution mécanique parce qu'il a trop mal aux genoux pour forcer. C'est exactement ça. Et donc, utiliser cette technologie de restriction sanguine, ça pourrait devenir une véritable clé de voûte pour la longévité. Une personne âgée pourrait reconstruire l'armure musculaire de sa jeunesse en soulevant, je sais pas, de simples bouteilles d'eau sur une chaise. Et son cerveau, lui, il serait persuadé qu'elle accomplit des exploits en haltérophilie. C'est une perspective incroyable. Il est fascinant de penser que le secret pour préserver notre autonomie face au vieillissement réside peut-être juste dans une manipulation intelligente de notre propre pression artérielle locale. Un simple brassard qui change tout. Un mécanisme d'urgence métabolique qui transforme un peu de pression artificielle en véritable force vitale. Et sur cette pensée, on vous laisse méditer. À la prochaine!